Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un livre qui ne laisse personne indifférent, un livre qui bouscule pas mal de certitudes. Il s'agit du Principe de Lucifer de Howard Bloom. Alors je vous préviens, on met de côté les lectures réconfortantes. Ici on va décortiquer les rouages, souvent assez dérangeants, qui façonnent nos sociétés et même notre histoire. C'est parti pour une analyse qui risque bien de changer notre regard sur le monde. La première question que pose le livre, c'est peut-être la question fondamentale. Le mal, d'où ça vient ? Est-ce que c'est une sorte d'invention purement humaine ? Est-ce que les guerres, les génocides, bref, toute cette violence, ce n'est finalement qu'un défaut de fabrication de notre espèce ? Et là, la réponse que propose Howard Bloom est radicale. Et si le mal n'était pas du tout un accident ? Et s'il s'agissait plutôt d'un outil, d'un mécanisme intégré par la nature elle-même pour servir un but qui nous dépasse complètement, un but qui va bien au-delà de notre petit confort personnel ? Ça fait réfléchir, non ? Bon, pour comprendre cette idée, il faut d'abord accepter de dézoomer. Il faut remettre en question l'une de nos croyances les plus fortes, l'idée que l'individu est au centre de tout. Bloom, lui, nous invite à changer complètement d'échelle et à regarder ce qui se passe au niveau du groupe. Et ça nous amène au premier concept clé du livre, le superorganisme. Pensez à une colonie de fourmis ou à une ruche, c'est un peu ça. Maintenant, appliquez cette même logique à nos sociétés humaines. Dans cette perspective, le véritable acteur de l'évolution, ce n'est plus l'individu. Ce sont ces immenses ensembles dont nous ne serions en quelque sorte que les cellules. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, et un peu tragique aussi. L'individu, évidemment, il est programmé pour sa propre survie. Mais le superorganisme, lui, son but, c'est la survie du groupe. Et pour ça, il peut tout à fait exiger le sacrifice de certains de ses membres. C'est au cœur de tout le drame humain, si l'on en croit Bloom. Et attention, ce n'est pas juste une théorie abstraite. Notre besoin d'appartenir à un groupe est profondément biologique. Il y a cette étude de René Spitz dans les années 40, elle est tragique mais très parlante. Dans un orphelinat, des bébés étaient propres, nourris, tout semblait normal. Mais ils étaient privés de contact social. Le bilan est terrible, 34 bébés sur 91 sont morts. C'est la preuve que l'isolement social est un véritable poison. Il nous coupe de ce super organisme dont on a vitalement besoin. Alors, si on est si dépendant de ces super-organismes, qu'est-ce qui nous y lie avec autant de force ? C'est quoi cette colle sociale ? Et comment est-ce que cette même force qui nous rassemble peut aussi se transformer en une arme redoutable qui nous divise ? Le premier composant de cette colle, c'est ce que Bloom, en reprenant un terme de Richard Dawkins, appelle le mème. Alors non, on ne parle pas d'images drôles sur Internet. Un mème, ici, c'est une idée, une religion, une idéologie, une culture qui se propage comme un virus d'un esprit à l'autre et qui vient cimenter le groupe, définir les frontières du « nous ». Mais il y a un outil encore plus puissant pour souder un « nous », c'est de créer un « eux ». Fabriquer un ennemi, c'est peut-être l'outil de cohésion le plus efficace qui soit. Le mode d'emploi est presque toujours le même. On prend une frustration collective, on désigne un coupable, un bouc émissaire, et on unit tout le monde dans la haine de cet autre. Cette citation de l'historien Henry Adams résume ça à la perfection. La politique a toujours été l'organisation systématique des haines. La haine n'est pas juste une émotion qui déborde, c'est souvent le carburant principal, et il est très méthodiquement organisé. D'accord. Maintenant, regardons ce qui se passe à l'intérieur même du groupe. Parce que chaque superorganisme, qu'il soit animal ou humain, possède sa propre structure invisible, sa propre hiérarchie. C'est ce qu'on appelle l'ordre de préséance. Et cette place dans la hiérarchie, elle a un impact direct physique sur notre corps. L'expérience de Jay Wise sur des rats est assez édifiante. Imaginez, 2 groupes de rats reçoivent les mêmes chocs électriques, sauf qu'un groupe a un levier pour les arrêter et l'autre non. Le résultat est sans appel. Les rats qui n'ont aucun contrôle, donc ceux qui sont en bas de l'échelle, développent de graves ulcères. La perte de contrôle est biologiquement dévastatrice. À l'inverse, pour ceux qui sont au sommet de la pyramide, c'est un véritable cocktail chimique de bien-être. La victoire, le sentiment de contrôle, ça libère dans le corps des substances qui renforcent la confiance, la dominance. En gros, la biologie récompense le gagnant. Et chez le perdant, eh bien, la chimie interne s'inverse complètement. Le corps se met à produire des substances qui engourdissent, qui poussent à la soumission. C'est un mécanisme terrible, mais d'une efficacité redoutable pour maintenir la stabilité du groupe. Le corps du perdant se met lui-même en mode veille pour qu'il accepte sa place. Bien, maintenant, on va essayer d'assembler toutes les pièces du puzzle. Et là, on commence à voir se dessiner une image d'ensemble. Un grand plan d'action qui, d'après Bloom, est totalement indifférent à nos concepts de morale. Faisons un petit récapitulatif de ces grandes forces cachées. Premièrement, nous sommes les cellules de superorganismes géants. Deuxièmement, nous sommes guidés par des mèmes, ces idées contagieuses. Troisièmement,
Notre unité de groupe est souvent cimentée par la haine d'un ennemi. Et quatrièmement, notre rang dans la société façonne notre biologie même. Et on arrive à la conclusion la plus glaçante du livre. La violence, l'intolérance, la cruauté, tout ça, ce ne serait pas des défauts de notre humanité. Ce seraient en fait des stratégies évolutives, des outils qui ont fait leurs preuves pour assurer la survie des groupes. La nature, dans sa grande marche en avant, n'a que faire de savoir si c'est bien ou mal. Et tout ça, ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Si on est à ce point programmé par notre biologie, par notre histoire évolutive, est-ce qu'on est condamné à répéter sans cesse les mêmes schémas? Ou est-ce que le simple fait de prendre conscience de ces chaînes invisibles, c'est déjà un premier pas pour s'en libérer? C'est la question que le livre nous laisse, et bien sûr, elle reste grande ouverte.